Donc bienvenue à tous. Il va y avoir donc une petite intervention avec Franck Chanlou et Charlie René et qui va s'occuper d'échanger avec Franck à propos de son livre. La problématique, c'est que pendant l'enregistrement, il y a eu quelques PAPA. Donc malheureusement, il y a quelques écrans noirs à certains moments de la vidéo, mais cela ne dérange en rien puisque tout le son sera capté et retranscrit comme il se doit. Donc je vous invite à tout écouter tranquillement et en vous souhaitant bien sûr un bon salon du livre numérique. Salut! On va bien sûr pas divulguer tout le roman, mais on va peut-être en poser les bases. On suit l'itinéraire du jeune Victor qui vit en métropole dans la Sarthe, dans la région du Mans, dans une famille qui vit principalement une famille de voyous, on peut dire ça. Et puis on va suivre son itinéraire judiciaire puis carcéral vers le Mans, vers Toulon, et puis vers la Nouvelle-Calédonie, vers le bagne de la Nouvelle, où va se passer l'essentiel de ses aventures. Alors Franck, c'est un premier roman que vous avez fait naître en Nouvelle-Calédonie où vous habitez. Est-ce que d'abord ça vous semblait être une évidence de parler de cette période et de parler du bagne depuis la Nouvelle-Calédonie? En fait, habitant en Nouvelle-Calédonie, ça me paraissait assez logique. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi je suis vraiment un fou de bouquins. Je lis depuis que je suis tout petit et j'avais vraiment le rêve d'essayer d'écrire un roman un jour. J'en ai fait, j'ai fait plein de débuts d'histoire tout au long de ma vie et puis j'avais jamais rien fini. Et un jour, je me suis vraiment décidé à aller au bout de l'aventure, essayer de finir un roman. Et c'est vrai que le cadre de la Nouvelle-Calédonie me paraissait logique parce que j'y baignais, j'habitais là-bas. Et puis le contexte du bagne, comme j'avais pour ambition de faire un roman d'aventure, c'était parfait. C'était vraiment parfait, ouais. Et alors, un roman d'aventure, c'est vrai que c'est un roman historique. C'est un moment où on peut vraiment toucher l'histoire avec beaucoup de descriptions. Ça va de la gestuelle des personnages. Alors parler, on y reviendra plus tard. Même les odeurs sont bien décrites. Et puis oui, c'est un roman d'aventure avec des péripéties trépidantes. Il y a des personnages où en couleur, on rencontre Léopold, un communard révolutionnaire. Voilà, il y a toute une série, puis il y a ce héros qui, malgré ses défaux, est attachant. C'est aussi une particularité du roman d'aventure. C'est un genre qui a un peu été snobé historiquement. C'est vrai que l'apogée du roman d'aventure, ça remonte quand même à plusieurs décennies. Pourquoi avoir choisi ce genre-là? C'est des amours de jeunesse? Ouais, je pense que c'est des amours de jeunesse, et puis j'avais pas l'ambition de lancer un message. J'étais vraiment, ce que je voulais, c'est faire un roman qui était, si possible, trépidant, qui était intéressant, sur un fond historique. J'ai pas la prétention, je suis pas historien, j'ai pas la prétention de l'être. Je me suis vraiment attaché à ce que ce soit le plus intéressant possible, le plus trépidant, qu'il y ait du rythme, que ce soit pour essayer d'happer le lecteur. Enfin, c'était vraiment ma première préoccupation. Ouais. Votre référence au roman d'aventure, ce sont des livres de la première partie du XXe siècle, ou il y a des romans d'aventure plus récents qui vous ont servi d'inspiration? Je ne sais pas si j'ai d'exemples précis. Je suis très très fan d'Alexandre Dumas, par exemple. Donc ça, c'est des exemples, c'est des choses que j'avais en tête, toute proportion gardée évidemment. Mais je lis de tout. Le fait que ce soit de l'aventure, ça m'a paru... je pense que chaque auteur a un petit peu son sillon. Et il me semble que je suis plutôt fait pour ça que pour des choses un peu plus intériorisées, etc. Alors, vous l'avez dit, le bagne, ça se prête particulièrement bien à cette aventure. On parle de voyage en bateau, on parle de tentatives d'évasion. Oui, c'est ce que j'ai adoré. Et voilà. Ouais. Et c'est un sujet qui est sensible en Calédonie, qui a longtemps été sensible, en tout cas, qui est toujours très émotif. Aujourd'hui, en Calédonie, on sent une vraie volonté et des descendants, et des historiens, et des autorités aussi, de remettre en avant cette histoire, de faire en sorte que les Calédoniens se la réapproprient. Ça fait déjà quelques années que ça dure. Est-ce que quelque part vous vous inscrivez un petit peu dans cette démarche-là? Sincèrement, non, j'ai pas l'impression, parce que je pense pas être légitime pour ça, dans le sens où je suis pas calédonien d'origine.
C'est une histoire qui a été occultée pour plein de raisons pendant plein d'années. Et ce que tu disais est vrai, on a l'impression que c'est un petit peu en train de s'ouvrir et que les gens assument plus le passé historique de la Calédonie. Ouais. Alors, d'ailleurs, on parle du bagne de la Nouvelle, on évoque le bagne de Cayenne en Guyane, oui. et puis on passe par le bagne de Toulon. C'est vrai qu'en Calédonie, comme ailleurs, moi ici en Polynésie, quand on me parle du bagne, je dis Nouville, je dis Ducos, mais on a tendance à oublier qu'il y avait aussi des bagnes en métropole comme celui de Toulon. C'est quelque chose que tu rappelles. Toi, c'est une histoire que tu connaissais déjà? C'est une histoire que je connaissais déjà parce qu'en fait, j'ai lu beaucoup de romans sur le bagne de Cayenne, parce qu'il y a beaucoup plus de sources sur Cayenne que sur Nouméa. Donc oui, c'est des choses que je connaissais, oui. Alors, pardon. Oui, je t'en prie. Parce qu'il y a eu pas mal, j'ai plus les noms des auteurs, mais il y a eu beaucoup de témoignages qui ont relaté tout ce qui s'est passé à Cayenne. Et il y en avait beaucoup moins sur la Nouvelle-Calédonie. Voilà. Au niveau romancé, hein, tout ce qui est roman. Ouais. Et tu parles de sources, et c'est vrai que quand on lit cet ouvrage, donc encore une fois avec ces descriptions, cette ambiance prégnante en permanence, on se dit ça peut pas venir de nulle part, ça peut pas juste sortir de son imagination. Non. C'est quoi justement la source pour pouvoir aboutir à une description qui paraît si réelle? C'est pas mal de travail en amont. Beaucoup de témoignages, beaucoup de lectures, beaucoup de prises de renseignements, prises de notes, etc. Et après, il y a la partie imaginative qui prend le relais. Mais j'avais quand même une grosse documentation avant de démarrer Les Enchaînés. Ouais. J'avais travaillé. Et tu disais que quand même il pouvait te manquer un peu de matériel sur la Nouvelle-Calédonie. On a parlé ici au Salon du Livre, je crois l'année dernière, du mémorial du bagne calédonien de Louis-José Barbançon, qui est une référence sur cette période. Est-ce que ces images-là, ça suffisait, ou alors il fallait aller plus loin, il fallait aller dans les archives? J'ai fait beaucoup d'archives. Je ne me suis pas déplacé, j'ai tout fait par internet, mais j'ai consulté énormément d'archives. Après, j'aurais bien voulu avoir le mémorial au moment où j'ai écrit le bouquin, ça m'aurait vachement rendu service. Mais oui, j'ai quand même trouvé pas mal de choses. Après, ça reste un roman. Ça reste de l'imagination. J'ai pas ce qui arrive à Victor, c'est complètement inventé. Il y a quelques anecdotes que j'ai repris sur des sources, des vieux romans, des choses comme ça. Mais ça reste ça reste une fiction. Et puis, sur fond historique, en fait. Et puis vivant en Nouvelle-Calédonie, il y a quand même la possibilité, parce qu'en Calédonie, le bagne il est physiquement présent. Oui. Et il y a qu'on aille à l'île Nou, dans le nord de la Calédonie, de la Grande Terre, à l'île des Pins, on peut le toucher. C'était important, ça, de pouvoir toucher le bagne pour pouvoir faire en sorte que ses lecteurs le touchent aussi? Oui, bien sûr. Après, c'était un premier roman, c'est-à-dire que je l'ai fait vraiment de mon côté. Je me sentais pas d'aller voir quelqu'un poser des questions, tu vois, comme j'avais rien derrière, c'était assez compliqué. Je pense que si je dois retravailler de la même façon, j'aurai un peu plus de contact. Là, je l'ai vraiment fait de mon côté, parce que je me sentais pas légitime d'aller d'aller poser des questions, etc., sans savoir si j'irais au bout du projet, en fait. Donc je me suis débrouillé par moi-même pour 100% de ce que j'ai trouvé, pratiquement. Et alors, tu l'as dit, l'histoire de Victor, elle est purement fictionnelle, elle est complètement inventée. Alors Victor, il est innocent. Il n'est pas complètement innocent, parce que c'est vrai qu'il vit, il a grandi dans une famille qui vit de petits et de moins petits larcins. Ouais. Mais le crime dont on l'accuse, et pour lequel il a écopé de 9 ans au bagne, si je me souviens bien, ce crime-là, il ne l'a pas commis. Est-ce que c'était important, cette innocence? Qu'est-ce que ça permet de dire sur... Je pense que ça permet de rentrer en empathie avec ce personnage, en fait, parce que c'est un gars qui subit sa vie, qui décide de pas grand-chose, et puis ça permettait aussi de le faire évoluer. C'est-à-dire que tout le long du roman, Victor, dans les premières pages, c'est pas le Victor de la fin. Ça permettait vraiment de le faire évoluer. Et puis j'aimais bien l'idée de ce petit gars qui lui, son rêve,
c'est d'être artisan et il se retrouve dans la grande histoire, il se retrouve comme dans une machine à laver et puis il subit jusqu'au moment où, quand il arrive à Nouméa, il y a une prise de conscience. Je trouve j'ai essayé de faire en tout cas, qu'il évolue un petit peu, qu'il subisse un peu moins son destin, qu'il ait un peu plus de caractère. Mais voilà, principalement, c'était aussi parce que c'était important que le lecteur rentre en empathie avec lui, que ça soit un personnage. J'ai essayé de faire que ce soit un personnage assez attachant, parce que tout ce qui lui arrive, il le mérite pas nécessairement. Donc je trouvais l'idée intéressante. Ouais. C'est ça, oui, donc on évacue la culpabilité assez tôt dans le roman. Ne vous inquiétez pas, je dévoile pas d'intrigue tardive, mais finalement on voit l'injustice que finalement beaucoup de bagnards ont dû vivre, qu'ils soient coupables ou pas. Dans les archives, j'ai retrouvé des témoignages de gars qui ont été condamnés à plusieurs années pour un vol d'orange, pour vagabondage, pour des trucs qui nous paraissent aujourd'hui complètement fous, quoi. Ouais, et puis même vu le côté glauque, dur du bagne tel que vous le décrivez, quel que soit le crime, on a tendance à se dire il n'y a personne qui mérite ça. Oui, tout à fait. C'était vraiment inhumain, les conditions étaient sordides. Autant au bagne de Toulon d'ailleurs qu'au bagne de Nouméa, il n'y a pas de grande différence. Et j'ai trouvé que c'est d'autant plus intéressant que ce soit un personnage un petit peu innocent, de le confronter à tout ça en fait. Ouais. Et donc on a parlé de la description de ces ambiances un peu crasseuses au début, âpres aussi, et puis notamment quand on rentre dans le système carcéral, mais même avant dans la vie de Victor. Et pour faire ressentir cette atmosphère, donc il y a les descriptions, on en a parlé, qui sont très méticuleuses, auxquelles vraiment on a du mal à les lâcher au milieu, on a envie d'aller au bout, les objets, les vêtements, les odeurs, mais il y a aussi le parler, et ça c'est vraiment un trait de caractère de ce roman. Il y a un argot d'époque que moi personnellement
Mon idée, ça serait de faire vraiment une saga sur le Victor et éventuellement ses descendants, sur 3 ou 4 volumes, pour suivre le destin et puis surtout épouser l'histoire calédonienne, en fait. Parce qu'après, il y a tellement de choses qui sont passées et qui sont super inspirantes. Donc, comme quoi, par exemple? Par exemple, là, je m'intéresse beaucoup à la présence américaine, qui a été une vraie révolution en Nouvelle-Calédonie. Les Américains, quand ils ont débarqué, ils ont tout changé à la Calédonie. Et je trouve que c'est une période qui, éventuellement, si on se met à la place d'un Calédonien qui a vu débarquer ces Américains avec ses bateaux, ses voitures, ses tracteurs, etc., c'est un sujet que je trouve super intéressant. Donc ça serait une saga calédonienne, mais pas forcément centrée sur Victor, parce qu'il y a quand même une sacrée période entre... Oui, bien sûr, tout à fait. Ouais. Ça serait éventuellement sa descendance. C'est ce que j'ai en tête. Et puis on va voir si c'est réalisable. Donc mais j'aimerais bien. Finalement, plus que le bagne, votre sujet, c'est le caillou. Je crois que mon sujet, c'est plus les hommes, les personnages. C'est vraiment ce qui m'importe. Et après, le contexte historique, bien sûr que c'est super important. Mais quand je commence un roman, quand je pense à un roman, c'est vraiment les personnages qui font tout. Et dans l'histoire de la Calédonie, vous avez eu peu de mal, visiblement, à trouver des personnages que vous aviez envie de faire vivre. Oui, bien sûr, parce que l'histoire est super riche, parce qu'elle est pas, enfin à ma connaissance, hein, j'ai en toute modestie, elle n'est pas racontée, enfin il n'y a pas pléthore de romans qui parlent de l'histoire calédonienne. Donc je pense qu'il y a des choses à faire, des choses intéressantes, des choses à creuser. Donc c'est un petit peu mon ambition. Hein. D'accord. Vous y travaillez déjà à ces suites? Oui, bien sûr. Très bien. On attendra avec impatience, bien sûr. Merci. Donc, on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est un roman d'aventure et c'est aussi un roman historique pour les gens qui connaissent pas bien le bagne ou qui, au contraire, le connaissent un peu et aiment bien en savoir plus. On apprend beaucoup sur le bagne. Est-ce que vous avez eu des retours sur ce roman d'historiens ou de personnes qui sont spécialistes du bagne? Oui, c'est pour ça que je fais toujours gaffe en disant que j'y vais un petit peu sur des œufs. Parce que je ne suis pas historien, je n'ai pas cette prétention. Moi, mon ambition, c'était de faire un roman qui soit intéressant, comme je le disais tout à l'heure, qui soit trépidant, sur fond historique. Après, il y a certainement quelques erreurs. J'ai pas le... En même temps, c'est pas ma plus grande préoccupation, parce que c'était pas mon objectif premier. Je suis encore une fois, je suis pas historien, mais j'ai essayé de coller le plus possible à la réalité. Je parlais d'historiens spécialistes, mais ça peut être aussi peut-être des Calédoniens, tout simplement, qui connaissent l'histoire de leurs aïeux. Et il y a beaucoup de familles qui l'ont fouillé récemment, finalement. Alors, de ce côté-là, franchement, j'ai eu des très, très bons retours. Ça s'est super bien passé. Je crois que le bouquin était plutôt bien accueilli à Nouméa. Et j'en suis ravi. Ouais. Et ici en Polynésie, moi, j'en ai parlé à droite à gauche, ça a l'air d'être bien accueilli aussi. Ah bon, écoute, super. Merci. Alors Franck, on a parlé beaucoup du livre, on n'a pas parlé de vous. J'aurais peut-être dû commencer par là. Hein. Donc vous êtes en Nouvelle-Calédonie depuis une vingtaine d'années. Depuis 18 ans exactement. Est-ce que vous avez suivi géographiquement le même parcours que Victor ou pas du tout? Pas du tout. J'ai eu un parcours un peu plus compliqué parce que moi je suis d'Afrique du Nord et mes parents étaient... mon père était dans le bâtiment, donc je l'ai suivi un petit peu dans toute l'Afrique du Nord jusqu'à mes 12-13 ans. Après, on est rentré en métropole et il y a une vingtaine d'années, je me suis installé à Nouméa. Mais ça a été un hasard, en fait. J'avais des amis là-bas, je suis parti en vacances et je suis resté, en fait. Et vous l'avez dit, un attrait pour la lecture de très longue date et cette envie d'écrire, elle s'est construite vraiment petit à petit. Petit à petit. Alors, en fait, j'ai écrit une nouvelle quand je devais avoir 15 ou 16 ans, qui a été publié dans plusieurs, à l'époque, je ne sais pas si ça existe encore, dans plusieurs journaux en métropole spécialisés sur les nouvelles. Et puis après, je me suis arrêté, mais par contre, j'avais toujours en tête c'est un rêve de gosse, quoi. Je voulais vraiment, j'ai toujours voulu écrire un bouquin. Et puis, arrivé en commençant à vieillir, je me suis dit, tu le feras jamais. Donc, je me suis un peu motivé. Et là, j'ai commencé avec le bouquin, donc celui avant Les Enchaînés, où j'ai pas fait comme je faisais avant, c'est-à-dire des débuts, 30-40 pages et j'arrête et j'ai une autre idée et je repars sur autre chose. Là, je me suis dit vraiment, tu vas au bout, tu finis. Et puis voilà, j'essaye maintenant de m'imposer cette discipline, de ne pas partir dans tous les sens.
C'est-à-dire que quand je commence quelque chose, déjà j'y réfléchis beaucoup plus avant et j'essaye d'aller au bout. Hein. C'est ça, se fixer une méthodologie et la discipline, c'était déterminant. Oui, oui, vraiment. Et puis la volonté, parce que voilà, j'arrivais à 50 ans et comme c'était un rêve de gosse, je voulais le réaliser, quoi. Et il y a, peut-être que dans le public, il y en a aussi des écrivains en herbe ou des gens qui écrivent dans leur coin. Souvent, ce qui bloque aussi, c'est le sentiment d'illégitimité. Se dire, qui c'est qui voudrait lire ça ? Comment vous avez dépassé ça ? En fait, je ne l'ai pas dépassé du tout, parce que je l'ai encore, donc donc c'est encore le cas. Après, moi, dans mon cas, le plus dur, ça a été, parce que j'ai écrit 6 ou 7 romans, c'est d'avoir assez confiance pour les présenter et puis accepter l'avis de la personne qui les lit, quoi. Ça a été le plus compliqué. Mais comme c'est un premier roman, aujourd'hui j'apprends. Je suis un jeune auteur malgré les apparences. J'apprends la discipline, la patience, parce qu'il faut beaucoup de patience. C'était pas ma première qualité. Et puis voilà, j'essaie d'évoluer comme ça dans ce domaine-là. Et une fois qu'on a accepté sa qualité d'écrivain, alors c'est peut-être encore en cours, ouais. C'est pas le cas. Est-ce qu'on se dit plus fréquemment, tiens, ça serait intéressant d'écrire là-dessus. Vous avez dit que vous vouliez fouiller ces épopées calédoniennes. Est-ce qu'il y a d'autres choses que dans votre histoire, de ce que vous avez rencontré récemment, qui vous ont donné envie d'écrire ? Oui, tout me donne envie d'écrire, c'est un peu le problème. Après, c'est de faire le choix. Ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que de ne pas partir dans tous les sens et de bien réfléchir, parce qu'à partir du moment où maintenant les projets, j'essaie de les mener à terme, il faut que je les choisisse comme il faut que je réfléchisse avant et ne pas partir sur un truc que je vais abandonner. C'est tout ce travail de discipline, de patience que je suis en train d'apprendre. D'accord, et qui est en cours. Donc on pourrait avoir d'autres surprises signées Franck Chanlou. Oui, je suis pas. Oui, j'ai un autre projet en cours. J'essaye et j'adore ça, donc je compte pas m'arrêter. J'espère que ça sera pas un bouquin et puis rien derrière. C'est vraiment. J'espère continuer le plus longtemps possible. Alors je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure sur le bagne. J'ai parlé beaucoup de description et ça pourrait laisser croire qu'il y a un point de vue qui est très détaché sur cette période. Et alors que moi je ressens dans votre écriture, il y a quand même une impression d'injustice très forte sur beaucoup de passages de l'histoire. Est-ce que vous aviez un rapport émotif justement à cette période du bagne? Vous avez quelque chose que vous vouliez pointer? Pas particulièrement, en démarrant. Après, quand j'ai fait mes recherches, une chose qui était rigolote, c'est que j'ai trouvé un de mes ancêtres qui a été gardien du bagne, alors que je ne le savais pas du tout en démarrant le roman. J'ai vu son nom, j'ai essayé de chercher un peu, je n'ai pas trouvé grand-chose, mais bon, comme mon nom de famille en a qu'une branche, donc c'est fatalement quelqu'un de ma famille. Après, je n'avais pas de message à délivrer particulièrement, si ce n'est le fait que ce que tu disais, c'est-à-dire que les choses étaient extrêmement injustes, les conditions étaient sordides. Donc j'avais envie de décrire tout ça avec les injustices, et tout ce qu'il y avait à cette période qui paraît aujourd'hui, à peine 100 ans, enfin un peu plus de 100 ans après, qui paraissent complètement folles. C'est des choses qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui. Pardon, j'ai pas réagi tout de suite, mais un de vos ancêtres est gardien du bagne en Nouvelle-Calédonie. Oui, tout à fait. Ah oui, d'accord. Okay. Ouais. Mais j'ai pas encore recherché, parce que je l'ai trouvé il y a 2 ans sur 2 ou 3 textes, et je compte bien essayer de regarder, de creuser un petit peu ça. Ouais. Et ces exemples, donc vous parlez de lecture historique qui vous ont pointé ces injustices, c'est vraiment des histoires de bagnards que vous pouvez suivre de bout en bout? Oui. Après, il y a beaucoup d'extraits. Après, j'ai beaucoup lu, je me souviens pas du nom, mais c'est un auteur français qui était un ancien de la bande à Bono qui est parti, lui, à Cayenne. Et ça, c'était super intéressant parce que même si c'était Cayenne, on retrouvait un petit peu le quotidien des bagnards, un petit peu leur psychologie, ce qu'ils vivaient, etc. Et il y a beaucoup de sources sur Cayenne. Il y a des romans qui sont vraiment passionnants. Il y a le roman qui a fait un carton de Papillon que tout le monde connaît, même si apparemment c'était
C'était un petit peu romancé, enfin très très romancé par rapport à ce qui lui est arrivé. C'est une autobiographie, hein, Papillon. Hein, oui, mais il y a eu des recherches qui ont été faites après. Et a priori, c'est beaucoup de mythomanie. En fait, il a regroupé les histoires de plein de gens différents et il se les a appropriées en fait. C'est souvent ça, les plus belles autobiographies, c'est celles qui sont un peu fictionnelles. C'est vrai. Et l'autre aspect dans ce roman, on a parlé de Victor tout à l'heure, cet aspect, le fait qu'il soit innocent, et voilà, il y a aussi en fait une sortie assez violente de l'enfance dans ce roman. Ça traite de ça aussi, Les Enchaînés. Oui, bien sûr. Oui, tout à fait, parce que Victor, il sort de nulle part, c'est un gamin, et il se retrouve en l'espace de 24 heures dans une cellule. Il sort de l'enfance on le force à sortir de l'enfance en quelques heures, et son destin est moins qu'on puisse dire, c'est pas enviable, quoi. Il a une vie qui est dure, qui démarre très durement. Et puis tout le long du roman, je l'épargne pas trop, donc il vit quand même des choses qui sont compliquées. Ouais. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui. Et alors, quand on construit un personnage comme ça, pour savoir comment on va le faire réagir au début de l'histoire, quand il est encore vraiment un adolescent, et puis plus tard dans l'histoire où il devient subitement un adulte, comment on fait pour... c'est en observant des personnages réels, parce que là, pour le coup, on peut pas s'en référer uniquement à la littérature. Non, ça sincèrement, j'ai pas de méthode particulière. C'est venu, l'évolution du personnage, son caractère et tout ça, ça me vient assez tôt. J'ai l'impression, en toute modestie, que je sais à peu près où je veux aller en démarrant. Et alors quelquefois, les personnages peuvent me surprendre par des réactions, des choses comme ça. J'aime bien d'ailleurs. Mais voilà, il n'y a pas de travail particulier. C'est quelque chose qui me paraît assez naturel en fait. Alors, et encore un mot pour les potentiels écrivains qui nous écoutent. Un roman comme ça, je suppose que c'est beaucoup de travail, mais sur combien de temps vous avez étalé ce travail-là ? Ça a été super rapide pour les enchaîner. Je pense que j'ai dû faire 6 mois de recherche, de prise de notes, etc. Par contre, au moment où j'ai commencé à l'écrire, la rédaction a été assez rapide, je dirais 3-4 mois, quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment, ça vient. Oui. Puis, en fait, en compulsant, en faisant les recherches, les idées viennent. Donc plus je faisais des recherches, et plus j'avais une idée super précise du squelette du roman. Donc ça aide beaucoup, ça. Et puis après, il y a toute la phase de reprise, d'études avec Lucille et avec les éditeurs. Ça aussi, c'est un travail intensif. Oui, je trouve qu'il n'y a pas eu tant que ça, il me semble, sur Les Enchaînés. Si, il y a eu tant que ça. Donc oui, c'est un vrai travail, ça. C'est un vrai travail, parce que je pense que pour un auteur, et surtout pour un auteur débutant comme moi, c'est indispensable, parce que il y a plein de choses, c'est très très dur de se juger. Donc avoir un avis extérieur et un avis de professionnel, c'est indispensable. Et est-ce que vous êtes allé présenter ce roman ? Donc là, aujourd'hui, vous êtes en Polynésie pour le présenter. Vous êtes passé en métropole le présenter aussi ? Non, pas particulièrement. C'est souvent une question qu'on se pose en Polynésie aussi. Finalement, qu'est-ce que savent les métropolitains de l'histoire locale ? Est-ce que vous pensez qu'en métropole, le bagne de Calédonie, ça parle ? C'est une toile de fond qui... J'ai eu pas mal de retours, pas mal de mails, etc., sur des gens qui... il me semble qu'on a eu quand même des sacrés bons retours en métropole. Après, le côté historique, sincèrement, les gens ne savaient pas qu'il y avait un bagne en Calédonie. Ils connaissent ils connaissent celui de Cayenne, mais la Calédonie... c'est très très loin d'eux, donc la plupart des gens ne savaient pas qu'il y avait un bagne. Donc voilà, c'est pas... les retours que j'ai eus, c'était plutôt la surprise. Ah, il y a un bagne en Nouvelle-Calédonie, et puis après sur les personnages, etc. Donc là, ça peut faire office de roman éducatif aussi. Oui, tout à fait. Enfin, en toute modestie, je sais pas. Mais oui, tout à fait. Il y a plein de gens qui ont découvert la Calédonie, en fait, j'ai eu un blog littéraire. Donc par ce biais, j'ai eu pas mal de lecteurs et pas mal de retours de lecteurs. Et oui, c'était toujours la surprise en fait. Les gens connaissent pas Nouméa, ils connaissent pas la Nouvelle-Calédonie, encore moins le bagne. Bon, et un jour peut-être un ouvrage sur la Polynésie, ou qui prend Antoine de Fond la Polynésie. Pourquoi pas, bien sûr. Ça serait possible. Oui, bien sûr. Tout m'intéresse. Après, il faut
il faut du temps et du travail. Merci beaucoup, Merci. Franck Chanlou. Est-ce que dans le public, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont lu ou pas lu le... Alors, on va faire passer le micro. J'ai levé le doigt trop tôt. Non, il n'y a pas de problème. Bon voilà, moi non, j'ai pas lu le livre, mais je t'ai entendu parler d'un bagne à Toulon. Et alors ça, moi qui habite à 20 km de Toulon pendant toute ma jeunesse, j'étais pas au courant. Tu peux nous en dire plus? Oui, un petit peu. Hein. Le bagne de Toulon, en fait, il a été fermé au début du siècle et il n'y a plus aucun vestige, en fait, parce qu'il a été détruit pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, mais voilà, c'était un sacré bagne. Hein. C'était, je crois, le bagne de transit qui emmenait à Cayenne et à Nouméa, le plus important. Donc, il y avait des sacrées infrastructures. Il y avait, enfin, c'était quelque chose de gros. Ouais. Et pas le bagne le plus facile, visiblement. Hein. Non, oui, tout à fait. Comme tous les bagnes, hein, en même temps, Mais là, celui de Toulon, je ne veux pas dire de bêtises, c'était vraiment plus un bagne, en fait, où les prisonniers étaient regroupés avant d'être amenés outre-mer. C'était plutôt ça. Dans l'histoire du bagne, et surtout sur la fin du bagne calédonien, il y avait cette image en métropole, notamment chez les hommes politiques nationaux, que le bagne de Nouvelle-Calédonie n'était pas assez dur. Je crois même qu'il y avait un homme politique, un élu, qui avait utilisé l'expression l'Éden des bagnards, je crois. Il n'était pas assez dur par rapport à celui de Cayenne. Parce qu'à Cayenne, finalement, on mourait plus de maladies, il y avait plus... Voilà. C'est quelque chose qui Après, tout est relatif, ouais. Voilà, c'est ça. En fait, le bagne de Cayenne, la grosse différence, c'est que les gens ne pouvaient pas s'évader. Enfin, il y a très très peu qui ont réussi. Les gardiens étaient plus là pour observer ce qui se passait qu'autre chose. Après, je ne saurais pas dire franchement lequel était le plus dur et lequel était le plus... où la vie était la plus clémente. Mais je sais que les deux, c'était des conditions quand même particulièrement sordides. Qui étaient très très dures. Attendez, bougez pas, avec les Baumettes. La prison des Baumettes. Sincèrement, je ne sais pas du tout. Ouais. Je ne sais pas. Ben, moi non plus. Voilà, c'est un roman qui ouvre des questions historiques. C'est peut-être un des intérêts. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui voulait poser une question à Franck Chanlou, qui l'ait lu ou qui l'ait pas lu? On peut peut-être donner la parole à Lucille, non? Par rapport... Alors Lucille, qui est éditrice. Et comment vous avez reçu donc le premier roman de Franck, puis le deuxième qui a été le bon, puisqu'il a été édité au Vent des Îles. Donc, comment ça s'est passé, cette réception? Ça a été une très agréable surprise. Dès le premier, en fait, où son style m'avait déjà mis la puce à l'oreille, alors que le genre, en fin de compte, n'est pas du tout le même que celui des Enchaînés. On n'était pas du tout dans un roman ni à teneur historique, ni dans une époque un peu plus lointaine. C'est très contemporain, et même le style était différent. Le décor restait la Calédonie, mais tout le reste, c'était... Et donc, il y avait vraiment ça, moi, qui m'avait interpellée sur ce premier texte. Et en fait, j'ai été très surprise agréablement de constater que Franck, quelque temps plus tard, et assez vite d'ailleurs, a proposé un nouveau texte, et que là, il y avait, plus encore que le premier, vraiment matière à travailler dessus, et un sujet. Au-delà du bagne, une vraie démarche stylistique. Alors, argotique, c'est vrai qu'il y a eu du travail... pour alléger, et moi personnellement c'était presque un regret, parce que, un peu comme toi, ce que tu disais, ça a aussi fait partie du charme saisissant de ce roman, cette immersion dans un autre univers qui n'était pas que celui du bagne, mais qui était aussi un univers purement littéraire, avec des efforts, mais qui paraissaient tout à fait spontanés, en fait, dans la bouche des personnages, ou dans les parties narratives. Donc ça a été très agréable aussi de travailler avec Franck, il faut le dire, pendant un processus qui a été peut-être long, mais pour lequel il a été très réceptif. En fait, c'était très fluide, donc c'est super. Et puis je pense que le résultat est un juste compromis entre les attentes des deux, on va dire. Voilà.
quand on est éditeur, on travaille avec l'auteur, puis on pense au public, on est le lien finalement. Le roman d'aventure, il y a pas de doute sur le fait qu'il y a un public pour ça. Et ça, et puis ce roman d'aventure avec ce parler dont on discutait tout à l'heure, qui est très particulier. C'était sûr que ça trouverait son public. Alors c'est jamais sûr, puisque ça fait aussi partie d'ailleurs prenante des challenges éditoriaux auxquels on se confronte. On n'a justement aucune garantie de quoi que ce soit, et en particulier sur des sujets aussi méconnus que le bagne précisément calédonien. Donc il y avait aussi, on va dire, un petit peu la question de savoir comment justement ça allait être accueilli par deux publics différents, celui métropolitain, dont on connaît à peu près par notre expérience éditoriale la méconnaissance sur beaucoup de sujets de l'histoire calédonienne et du bagne également. Mais on avait aussi cette interrogation de savoir comment allait se positionner le texte par rapport aussi à ce genre-là. Donc l'agréable surprise, et en fait c'est un enchaînement d'heureuses surprises avec ce projet, c'est que justement ça a vraiment fait mouche auprès du public métropolitain, pour toutes les raisons qu'a cité Franck plus tôt, mais ça a été aussi bien accueilli en Calédonie. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui était très important pour nous, sachant que quelques mois plus tôt, on publiait cet énorme volume, le Mémorial du bagne calédonien, qui est là une vision précisément historique du bagne. La fiction n'avait pas sa part, bien que quand on compile le contenu de ce livre, on pourrait croire à une fiction, alors que non, c'est bien la réalité du bagne calédonien. Là où Franck a été fort, si je puis dire, c'est qu'il a réussi à nous emmener dans cet univers à travers des protagonistes qui sont aussi somme de bien des réalités qu'il a su compiler grâce à sa documentation, et qui, en tout cas, au-delà de l'éditeur, a su séduire vraiment un public des deux côtés du globe et jusqu'en Polynésie. Lucie disait que, si j'ai bien compris, il n'y a pas tant de fiction de ça qui prennent comme toile de fond le bagne. Vous aviez lu des romans sur le bagne, sur le bagne calédonien, ça existe? Non, à ma connaissance, moi j'en connais pas. Il y a eu beaucoup, pas tant que ça en plus, des témoignages de l'époque. Après, j'ai pas trouvé, je ne vais pas dire de bêtises, mais de romans sur le bagne vraiment. J'en ai pas trouvé, non. J'en ai trouvé pléthore sur le bagne de Cayenne, mais sur la Calédonie, non. Est-ce qu'on s'explique pourquoi le bagne de Cayenne justement fait l'objet de plus de littérature et plus populaire? Alors, il y a certains monuments, vous avez parlé de Papillon tout à l'heure, et puis ses adaptations cinématographiques. Forcément, ça doit jouer, mais est-ce qu'il y a une autre raison? Il y a plus de gens qui sont passés au bagne de Cayenne, peut-être? Sans doute, oui, je crois qu'il y en a beaucoup plus déjà. Et puis, il y a eu des gens qui avaient une belle plume, Charrier, je me souviens plus du nom, c'est dommage. Donadieu, je crois, quelque chose comme ça, qui a fait 3 romans sur son incarcération là-bas et qui ont eu à l'époque aussi vachement de retour. Peut-être aussi qu'il y a justement cette réalité par rapport au positionnement sur la question en elle-même. C'est-à-dire, si effectivement, pour parler du bagne calédonien, il faut attendre qu'il y ait Louis-José Barbançon, historien, qui fasse un travail de documentation pendant près de 40 ans, pour produire des contenus qui après vont peut-être servir de support et de matière, comme Franck a peut-être trouvé des choses. Bien sûr. C'est une démarche qui est encore, je pense, justement en construction, et j'espère que Franck va inspirer des auteurs en devenir sur ce sujet-là. Oui, le grand livre de Barbançon, c'est Le pays du non-dit, et c'est peut-être aussi ça, c'est la Calédonie elle-même n'a pas parlé de cette Calédonie-là pendant très longtemps, peut-être que la Guyane en a... c'était un sujet tabou, en fait, le fait que le peuplement se soit fait en partie par les descendants du bagne, etc. C'était un petit peu un sujet tabou, et qui est en train, j'ai l'impression, de s'ouvrir un petit peu plus. Ouais.
Ça, est-ce qu'on le sent au niveau littérature dans les romans, dans les textes qu'on vous propose au Vent des Îles, ou alors ceux que vous pouvez croiser? On a parlé tout à l'heure de cette tentative de réappropriation de leur histoire par les Calédoniens, de cette histoire du bagne, qui est une histoire forcément extrêmement difficile. Est-ce qu'on sent que ça bouge dans la société calédonienne? Il y a plus de textes qui vont nous arriver? Alors ça, c'est une évidence, c'est un constat. On a toujours reçu des textes calédoniens, mais ça s'intensifie nettement depuis 2 ans. Alors est-ce que, comme pour toutes les maisons d'édition, il y a un effet direct, confinement? Il y a certainement, parce que ça, on le constate aussi depuis quelques années, un peu plus de temps, beaucoup plus de gens aussi qui se prêtent à l'exercice d'écriture, au-delà de l'exercice, qui vont au bout d'un besoin qui soit viscéral ou qui soit drivé par d'autres motifs. Et en Calédonie, on a beaucoup de textes qui nous parviennent de plus en plus. Néanmoins, pas sur précisément ce sujet-là, ni sur des textes, on va dire, dans le style littéraire ou narratif des enchaînés. On est plus sur des fictions contemporaines, des nouvelles, des romans, beaucoup de parcours d'itinéraires personnels, des gens qui ont besoin de raconter aussi leur vie, de la partager, donc plus des témoignages. C'est pas franchement de la fiction. Peut-être que Les Enchaînés sera le premier mouvement de la vague. Vous aimeriez bien, Franck Chanlou, voir d'autres auteurs écrire sur la même période, oui, et peut-être comparer des visions? Oui, bien sûr, ouais, ça serait super enrichissant. Ouais. Oui, bien sûr, il n'y a aucune raison, tout à fait. Voilà, en attendant, normalement, on devrait avoir des nouvelles du bagne via des suites aux Enchaînés. C'est bien ça que j'ai compris. Tout à fait. Et là, c'est en gestation. Ouais, j'ai commencé des choses, j'y pense. Mais voilà, la grosse différence avec la rédaction des Enchaînés, c'est que quand j'ai écrit Les Enchaînés, je ne pensais pas être lu. Là, il y a un peu plus de petite pression à mon petit niveau, hein, mais voilà, c'est un peu plus compliqué maintenant d'avoir la liberté d'écrire que j'avais à cette période-là. Ouais. C'est pas pour rajouter à la pression, mais nous on vous attendra. En tout cas. Voilà. Je plus sois, moi aussi j'attends. C'est ce que je lui disais déjà hier. Je suis là. Il est là. Je t'ai remplacé. Ah, pardon. Vas-y, continue. C'était juste pour dire que moi aussi j'attendais avec impatience les suites de Franck. Je sais pas s'il y avait d'autres questions qui venaient du public. Soyez pas timide. Attends, j'emmène mon micro. Tu peux rester à ta place. Je peux courir à ta place. Oui, c'est à propos de liberté. Alors, comme on dit, je rebondis sur le thème. Et en quoi un auteur peut-il sentir sa liberté d'écrire atteinte par quoi et pourquoi? Je te pose la question parce que tu as juste prononcé oui, je comprends, le mot de liberté. Moi, sincèrement, je me sens libre. Après, libre d'écrire ce que j'ai envie d'écrire, en fait. Après, la seule obligation que j'ai, c'est de me dire il faut que ce soit à la hauteur pour que ce soit publié. Je vais y consacrer beaucoup de temps. Donc, il faut que j'essaye que ce soit le mieux possible pour avoir une chance d'être lu, quoi. Mais sinon, au niveau des thèmes, etc., j'ai pas de restrictions, j'ai aucune restriction. D'accord, et ces restrictions que tu t'imposes à toi-même, finalement, elles viennent de la société qui nous entoure, ou elles viennent d'un règlement, ou d'une politique ou... Pas particulièrement. Comme je disais, moi, je me sens pas de restrictions particulières. Par exemple, dans Les Enchaînés, c'est un roman qui est assez violent, qui pourrait éventuellement heurter des gens par la violence de ce que ça décrit, etc. Mais non, ça ne me pose pas de problème particulier. Je ne me suis pas restreint, je ne me suis pas dit ça va un petit peu trop loin, ou non, je suis assez libre à ce niveau-là. Ça, je rebondis juste avant. C'est vrai que on a parlé de ce style, hein, du roman d'aventure. On reprend quand même un certain nombre de canons, mais cette violence et ce côté sordide de temps en temps, ça on le retrouve pas forcément dans les grands classiques du roman d'aventure, parce que justement c'était plutôt des romans qui pouvaient s'adapter un peu à tous les âges.
Après, j'ai remarqué que je suis pas un psychopathe, mais que j'ai tendance à écrire sur des choses un petit peu dures. C'est un truc qui revient, donc voilà, je pourrais pas l'expliquer. C'est ce que disent tous les psychopathes. Ouais, ce que j'allais dire. Non, pas trop, ça va. Non, et puis il faut quand même préciser que, malgré tout ce qu'on dit, ça reste un roman accessible à pas mal de gens. J'espère, bien sûr. Oui, j'espère. Mais oui, même un adolescent peut lire Les Enchaînés sans trop de soucis. Oui, voilà, ça a été étudié en lycée. C'est vrai que voilà, faut pas non plus. C'est pas un roman pour adultes. C'est ça qu'on voulait dire. Non, oui, tout à fait. J'ai gardé le micro. C'est pas tout à fait pour rien parce que je suis moi-même auteur et j'ai publié, oui, il y a pas longtemps, le récit autobiographique de ma vie. 150 pages consacrées à Tahiti. Ça a été un peu au début de ma carrière. Je suis ingénieur hydraulicien. Et puis, après, j'ai voyagé pour suivre les demandes des pays en développement, notamment en Afrique, sur des financements. Et non, je voulais juste te dire... Oui, je sais, ça fait 2 ans, tu m'as déjà fait le coup, alors... Non, je voulais juste te dire que je me suis senti un peu restreint dans mes libertés lorsque la Maison de la Culture a déclaré qu'il n'était pas question que mon livre rentre à la Maison de la Culture. Je le dis de manière très amicale. C'était le moment de se plaindre de certaines injustices que tu as ressenties. Donc merci pour ton intervention. Voilà, est-ce que je vous laisse clôturer tous les deux la visite de Franck ? Eh bien, je sais pas, peut-être un dernier mot de Franck. Franck, c'était un plaisir de vous recevoir ici. Ça sera un plaisir surtout de vous recevoir au futur pour Salon du Livre pour les suivre. Vous verrez que c'est un livre qui tombe pas des mains, qui reste dans les mains et qu'on lit d'une traite. Et forcément, ça donne envie d'en lire d'autres. Merci beaucoup, ça fait très plaisir. Ça veut dire que quelque part... j'ai un petit peu réussi ce que j'avais ambitionné, donc merci beaucoup. Et puis merci à tous. Allez, des applaudissements s'il vous plaît pour Franck et Charlie. Et comme on disait, comme il le disait si bien, on t'attend pour les autres années, pour les suites et toutes les aventures de la famille du coup.